c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, troisième et dernière partie du premier volet de la série Sailor, intitulée L'ascension de l'homme aux âges de la pierre et du fer. Il est question, entre autres, de l'ascension de l'homme au sommet de la chaîne alimentaire, résultat du perfectionnement continu des technologies, tactiques et coopérations qui l'emploient. Reprenons donc ce récit passionnant, quelque peu inattendu de la part d'un vétéran de la tech. Poursuivons l'analyse des forces qui guident l'évolution technologique des civilisations, confiant que ce processus nous apportera un éclairage puissant sur l'importance et l'inévitabilité du succès du Bitcoin. Dans cet épisode, il est encore question de l'adaptation de l'homme à la nature. Cette fois-ci, Michael et Robert posent un regard attentif sur l'organisation des groupes humains, en se penchant sur des choix institutionnels qui ont fait la gloire des empires. Harmonisation du groupe avec les lois de la nature, coordination des individus, utilisation de ressorts psychologiques, normalisation des pratiques et progrès technologiques continus pour assurer la croissance démographique. On parlera aussi d'antifragilité et de la douleur, ce signal indispensable pour aller de l'avant. La lecture reprend là où Breedlove marque une pause dans le récit de Sailor et tente de résumer les idées phares échangées jusqu'à ce point. On y va. Robert, ça me semble être un excellent point de vue, cette idée que toutes ces inventions ont conduit à l'augmentation de la densité économique ou énergétique, et c'est ce qui a fourni la base sur laquelle on a pu construire une civilisation. J'étais en train d'échafauder un aperçu rapide de notre échange jusqu'à maintenant. Je vais vous en faire part, mais n'hésitez pas à intervenir si j'oublie quelque chose. Je dirais la chose suivante. Tout a commencé par on peut pas s'occuper d'un animal seul à seul. C'est en quelque sorte notre intelligence qui fait de nous ce que nous sommes. Grâce à notre intelligence, nous sommes capables de communiquer et de nous coordonner les uns avec les autres. Alors, nous n'avons pas abordé la thèse de Yuval Harari, Sapiens, qui affirme que l'homme a dominé le monde parce qu'il est capable de raconter des histoires et d'y croire. En fait, nous sommes capables d'abstraire et de représenter la réalité par des symboles, et c'est ce qui nous donne la capacité de fabriquer des outils, et ainsi de suite. Ces stratégies, souvent coopératives, ont été dynamisées par le feu. J'imagine qu'en utilisant le feu, on exploite l'énergie du monde et du rayonnement solaire passé. Et l'autre aspect intéressant du feu est qu'il a en fait accéléré notre propre évolution, n'est-ce pas ? Notre développement cognitif s'est accéléré lorsque grâce à lui, nous avons été en mesure de libérer plus de calories à partir de la nourriture, et ainsi de suite. Il nous a également permis de fabriquer des outils plus durs, plus solides et plus performants pour le travail des métaux. Je pense qu'il s'agit là d'un point important, à savoir que l'homme modifie son propre cours d'évolution par les décisions conscientes qu'il prend, tout comme les outils que nous fabriquons nous font évoluer à leur tour. Je pense qu'on a là un point très intéressant à aborder plus tard avec l'argent. Ensuite, nous avons eu des missiles, ce qui nous a permis de tirer parti de notre acuité visuelle, unique à l'homme, et de notre dextérité pour chasser des animaux à distance et sur un terrain qui nous est favorable. Ensuite, nous avons dû exploiter l'eau. Nous sommes avant tout de l'eau, je veux dire les humains sont composés à 70% d'eau, et nous devons en consommer beaucoup, très fréquemment. Il me semble que la déshydratation, c'est le moyen le plus rapide de mourir après le manque d'oxygène. Michael, 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 3 mois sans nourriture.
Robert, exactement. Et j'ai lu aussi que les gens qui manquent d'eau pleurent des larmes de sang. C'est en fait l'un des symptômes, ça fait saigner les yeux. L'eau, c'est donc pas seulement une substance vitale à laquelle nous devons avoir accès et que nous devons pouvoir intégrer dans nos systèmes agricoles, mais c'est aussi un outil qui permet de surmonter la gravité, qui nous permet de construire des structures à plus grande échelle et de faire du commerce à plus grande échelle. Je pense donc que c'est un excellent point de vue sur ce qui nous rend unique. Michael, et nous devons effectuer tout cela pour arriver à l'âge de fer. Revenons à cette question de la dureté et de la force. Nous maîtrisons ce feu et nous commençons à travailler les métaux. Nous passons au bronze et au fer. Je pense que l'Empire romain constitue un excellent modèle de la façon dont les êtres humains interagissent avec la technologie et la façon dont ils interagissent avec un monde compétitif, devenant à la fois antifragile, plus dur, plus intelligent, plus rapide et plus fort. La même chose se passait dans d'autres parties du monde, mais je vais me concentrer un peu sur les Romains. Dans l'histoire de Rome, de Tite-Live, on peut dire que la République romaine a connu 700 bonnes années. 700 ans avant même qu'elle ne devienne un empire. Et nous avons commencé avec cette idée de la politique romaine. Vous avez entendu la phrase « Méfiez-vous des ides de Mars » dans Jules César. Et les gens pensent que c'est le moment où quelqu'un va tuer César. Mais en réalité, ça fait référence au fait que pendant 700 ans, les Romains se sont réunis le 15 mars et ont organisé des élections chaque année. De toutes les civilisations de l'Antiquité, les Romains étaient les plus organisés et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à dominer le monde. Ils étaient tout simplement organisés. L'une de leurs formes d'organisation, et c'est une chose magnifique, consiste à organiser un processus d'élection chaque année, le 15 mars. Ils nomment 2 consuls et tous les officiers. Les consuls organisent ensuite des cérémonies religieuses pendant environ 2 semaines. Ils vénèrent tous les dieux, ils les apaisent, ils se préparent. Ils se rappellent qu'ils sont uniques, ils font la fête. En même temps, ils lèvent une armée, ils entraînent l'armée. Nous allons du 15 mars au 1er mai, 6 semaines. Pendant ces 6 semaines, ils s'organisent, célèbrent, s'enthousiasment, attendent un bon présage, se préparent vraiment. Puis, la saison des campagnes débute le 1er mai. Tous ceux qui connaissent un tant soit peu l'Europe et la Méditerranée savent qu'il fait beau le 1er mai. Problème avant le 1er mai, il pleut, il y a des tempêtes. Si vous partez en mer ou si vous vous déplacez sur la terre ferme avant cette période, si le froid ne vous atteint pas, la tempête vous frappera ou votre bateau sombrera ou quelque chose comme ça. En fin de compte, dans l'histoire de toutes ces guerres, il y a plus de gens qui meurent de causes naturelles que de balles tirées par l'ennemi. Le danger numéro 1 est donc la nature va vous tuer. Ils ont donc tous mené des campagnes d'été. Le 1er mai, ils commençaient à mener leur campagne. Elles se déroulent en juin, juillet, août et septembre, tous les mois propices. S'ils ont encore quelque chose à quoi se confronter, c'est peut-être vers octobre qu'ils terminent. En novembre, ils rentrent dans les quartiers d'hiver. Novembre, décembre, janvier, février, c'est l'hiver. Ils ne font rien parce que les éléments sont une menace bien plus grande que l'ennemi. Et si vous connaissez un peu la Méditerranée, vous ne pouvez pas y naviguer en hiver. Même de nos jours, personne ne voudrait promener son yacht en Méditerranée en hiver. C'est pas très confortable. Il y a des tempêtes, le temps est très incertain. Donc pendant tout ce temps, ils se reposent, ils récupèrent, ils se regroupent, ils font de la politique. Vous imaginez, ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus apte. Ce type est un peu vieux, et ce type a perdu la main. C'est un nouveau venu. Tu me soutiens, je te soutiendrai. Ils travaillent sur ce consensus à Rome et se souviennent de ce que c'est que d'être un Romain. Puis arrive le mois de mars où ils décident de qui va faire quoi. Toi, tu seras tribun et toi, tu seras consul. Quant à toi, tu seras gouverneur. Mettons en place une administration. Et ils sont toujours en train de tourner, ils partent et ils recommencent. Et s'ils envoient les meilleurs et les plus brillants et que le gars se prend une flèche dans le dos, l'année suivante, il y a un autre gars. Scipion, l'Africain, l'un des généraux romains le plus célèbre de tous les temps, a accédé au pouvoir à l'âge de 20 ans. Après la mort de tous ses oncles et de son père au cours de la deuxième guerre punique. Toute sa famille est en train de disparaître, et il y a toujours un autre Romain, toujours un autre. Et ceux
dès son plus jeune âge. Le système politique avait donc une certaine élégance parce qu'il était lié à la nature. C'était un cycle naturel et il prenait en compte le besoin des êtres humains de célébrer les succès des uns et des autres. Je pars en campagne, je reviens, je remporte un triomphe. Il prenait en compte leur besoin d'avoir une foi commune. La foi est essentielle. Si nous ne sommes pas tous des Romains et que nous ne croyons pas tous aux mêmes choses, pourquoi allons-nous mourir les uns pour les autres? La foi est importante. Mais c'est le temps qui compte. Et vous savez, les gens ne réalisent pas qu'ils le faisaient chaque année le 15 mars. Parce que si je vous disais qu'il fera beau le 1er mai et que vous avez besoin d'une armée, quand commenceriez-vous? Ils sont plutôt intelligents. 700 ans de cela, c'est la façon de faire des Romains. Et puis, ils ont aussi pris en compte la motivation humaine. À savoir que tout le monde a un ego. Tout le monde a besoin d'avoir son tour. Personne ne peut s'accaparer tout le pouvoir. Alors même si tu étais le meilleur général cette année, tu devras le céder à quelqu'un d'autre l'année prochaine. Et tant qu'il continue à tourner, et si j'appartiens à la deuxième famille la plus puissante et que vous êtes de la famille la plus puissante, peut-être que je vous soutiendrai pour le poste de consul en sachant que ce sera mon tour l'année prochaine. Peut-être que ma famille se battra et mourra pour vous, parce que nous avons une chance de gloire l'an prochain. Et lorsque vous prenez le pouvoir et que vous me dites que vous pensez que vous allez garder le poste pendant les 62 prochaines années, c'est à ce moment-là que le tissu de la civilisation commence à s'effondrer parce que cette équité, cette citoyenneté, ce sentiment que nous protégeons le mode de vie romain commence à se dégrader en un « nous protégeons juste la dynastie de quelqu'un, qu'ils aillent tous se faire foutre ». Robert. Ainsi, le dynamisme de la hiérarchie la revivifie et la maintient vigoureuse et elle s'harmonise avec la nature. C'est très intéressant. Michael, antifragile. Les Romains sont antifragiles. Ils partent et repartent toujours au combat. Toujours, toujours, toujours. C'est l'histoire d'une guerre après l'autre. Vous savez, un PDG typique peut occuper son poste pendant 10 ou 20 ans. Ouais, j'ai 55 ans, ça fait un bon moment que je suis à mon poste, mais il n'est pas rare que dans l'Amérique d'aujourd'hui, quelqu'un exerce un métier et devienne PDG entre 40 et 65 ans. C'est pas rare. En fait, le capitaine d'un yacht a souvent 40 ans et reste capitaine jusqu'à 65 ans. Vous pouvez faire le même travail pendant 20 à 25 ans. Une fois, j'ai visité l'armée américaine et j'ai été traité comme un sénateur. Il s'agissait d'une visite d'orientation et il nous conduisait dans une base de l'armée de terre, puis dans une base de la Navy, une base de l'armée de l'air, puis une base des Marines, Camp Lejeune, Fort Hood, etc. Et l'une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils nous ont emmenés sur un porte-avions, le John Stennis. J'ai donc atterri sur un porte-avions et j'ai pu le visiter, puis j'ai rencontré le capitaine. La moyenne d'âge des soldats sur le porte-avions est 19 ans. La moyenne d'âge. Il y a 5000 personnes sur un porte-avions, 19 ans de moyenne d'âge. Les officiers ont une vingtaine d'années, certains une trentaine d'années. L'homme ou la femme le plus âgé du porte-avions, Robert, le plus vieux a 41 ans. Alors, je commence à leur parler, et le numéro 2 a 38 ans. Si vous êtes le chef des opérations du numéro 2, c'est un travail de 18 mois. Et si vous êtes le capitaine, c'est peut-être 36 mois. Je commence donc à parler, et juste pour donner un peu le contexte, il s'agit d'un porte-avions à propulsion nucléaire. Donc ces types peuvent déclencher une guerre. Ça représente 1/12 de la puissance de feu de la marine américaine. Ils pourraient détruire tous les pays sauf 3 en un clin d'œil. Un boulot extrêmement important. Alors je lui ai donc demandé de me raconter le parcours qu'il a suivi pour en arriver là. Et il m'a répondu: je suis allé à l'académie navale et puis j'ai fait ça pendant quelques années et puis tous les 1 à 3 ans, je change de commandement et j'ai finalement réussi à devenir XO, officier numéro 2, il y a 2 ans et j'ai été promu il y a 6 mois. Et j'aurai ce commandement pendant 24 mois ou quelque chose comme ça. Et je lui ai dit: laissez-moi comprendre. Vous n'êtes que 12, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes l'un des 12 officiers les plus talentueux de toute la marine, combien y a-t-il de personnes dans la marine? Des centaines de milliers de personnes dans l'armée. On a là un seul des 12 postes les plus importants de l'armée américaine, sans exception. Et j'ai ajouté: et alors dans 12 mois, vous partez? Ce à quoi il m'a répondu: ouais, je pars. Alors je lui demande: mais pourquoi ne veulent-ils pas que tu fasses ce travail pendant 20 ans?
pourriez déclencher la 3e guerre mondiale. Pourquoi prendre le risque de changer et de confier le travail à quelqu'un d'autre? Et s'ils font tout foirer? Robert, on fait ça dans aucun autre secteur de notre économie. On pose pas des personnes âgées de 40 ans dont le mandat est limité à 36 mois à la tête de villes, d'États, de pays ou d'entreprises. On ne les met même pas à la tête de yacht. Si vous avez un bateau de plaisance de 30 mètres, vous le faites pas. Je trouve un capitaine, je le garde pendant 20 ans, je changerai pas. Vous ne feriez pas cela avec une personne qui vous fait à manger ou qui vous tond votre pelouse. Alors pourquoi pensez-vous que ce type doit partir après 36 mois? Vous en avez une idée, là? Parce que la réponse, elle va vous épater, hein. Robert, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'éventualité qu'il se fasse acheter ou corrompre ou quelque chose du genre, mais je sais pas vraiment en fait. Michael, c'est pas une mauvaise idée, c'est comme le principe du garde forestier. On fait tourner les gardes forestiers afin d'empêcher quiconque de les soudoyer ou de les corrompre pour qu'ils n'utilisent pas à mauvais escient les ressources publiques des parcs nationaux. C'est une idée brillante, n'est-ce pas? Un service forestier plus performant et une excellente technique de lutte contre la corruption. Mais c'est pas pour ça. Je suis debout sur le pont de ce porte-avions, en train de parler à ce type que beaucoup de gens considèrent comme un cadre subalterne, peut-être prêt à lui donner quelque chose, et je lui ai dit, alors, redites-moi, pourquoi devez-vous quitter ce poste alors que vous êtes le meilleur de la marine pour le faire? Vous êtes manifestement hyper talentueux, non? Et il m'a répondu, Michael, il y a beaucoup de gens vraiment très bons qui sortent de l'académie chaque année. Et tout le monde a besoin de son tour. Chacun a besoin de son tour. Vous parlez d'un lieutenant de 21 ans qui sort de l'académie navale en disant « Ces gens ont signé pour engager leur vie et leur carrière, voire sacrifier leur vie pour devenir officier de marine. Et au sommet, ils espèrent devenir capitaine et avoir leur propre commandement. Ils espèrent être capitaine d'un porte-avions. Et si vous voulez que les gens aiment, se battent, meurent et chérissent votre institution, vous devez vous écarter du chemin et leur donner leur chance. Tout le monde a besoin de son tour. » Et vous commencez à penser que nous nous surestimons peut-être, n'est-ce pas? C'est pourquoi, encore une fois, ces organismes décentralisés comme le Bitcoin sont supérieurs à une entreprise, parce que, comme l'a dit Charles de Gaulle, les cimetières sont pleins de pierres tombales d'hommes indispensables. Robert, 100%. En fait, ça me rappelle cette idée quand j'étais enfant, j'ai grandi dans le Tennessee, que n'importe qui pouvait devenir président des États-Unis. Et c'est peut-être un peu idiot, et c'est peut-être pas vraiment le cas, mais cette idée semblait donner aux gens, du moins aux enfants, la motivation nécessaire pour être patriote et faire partie intégrante de leur pays. Il semble donc que la possibilité d'atteindre le plus haut niveau au sein d'un organisme ou d'une organisation donne aux gens une motivation maximale, ou quelque chose comme ça. Michael, on tire une certaine fierté du grade d'officier de marine. Lorsque le chef d'un porte-avions vous regarde au début de votre carrière et vous dit « Vous savez, un jour ce sera votre tour. Vous et moi sommes des camarades, vous me valez tout à fait, vous êtes l'avenir de la marine. » Et c'est précisément ce qui fait que les gens sont prêts à se démener et à mourir pour vous. Robert, une vraie source d'inspiration. Michael, quel respect! Et c'est ce que les Romains ont cultivé pendant ces 700 ans, l'apogée de la République. C'est Primo, tu es romain. Peut-être que cette année, tu es sous les ordres du rival numéro 1 de ta famille, mais l'année prochaine, tu commanderas. À la romaine, une certaine soumission à la nature et la notion que l'organisme est plus grand que n'importe quelle famille ou individu. L'organisme se renouvelle continuellement. Il nous faut un flux constant de nouveaux talents, de nouveaux dirigeants. Si quelqu'un laisse tomber le bâton, quelqu'un d'autre le reprend. C'est ce qui a fait la grandeur des Romains. Il n'y avait pas de roi parmi eux. Il y a eu la deuxième guerre punique, ou peut-être la deuxième guerre de Macédoine. Les Romains ont fini par livrer bataille à Philippe de Macédoine, un roi qui avait un fils horrible. Ce fils qui a affronté son autre fils, convainquant son père de l'assassiner. Puis le père a compris son erreur quand il réalisa que son premier fils lui avait menti. Le père était fou allié, le fils était un peu cinglé aussi. Cela a corrompu toute la société. Et le consul romain était le général le plus talentueux et il en était bien conscient. Ça fonctionnait de la manière suivante. Ces officiers étaient issus de toutes les autres familles rivales de Rome. Et si ce général était paresseux, ivrogne, lâche ou stupide, le corps des officiers le rapportait à Rome et au Sénat.
Ils étaient un peu commères, donc. Mais le fait est que lorsque vous, sachant observer tous, conscient que vous pouvez être remplacé, et que vous le serez d'ailleurs l'année prochaine, et que votre avenir est incertain, cela suscite un degré de professionnalisme plus élevé. C'est le jeu de la concurrence du libre marché. Si vous êtes un mineur et qu'on vous coupe l'électricité, votre plateforme d'exploitation minière s'arrête et l'activité minière se déplace ailleurs. Robert, absolument. C'est pourquoi, sur le marché libre, les entrepreneurs doivent prendre en compte les préférences de leurs clients, n'est-ce pas? Parce qu'ils se trouvent constamment confrontés à la menace existentielle de voir leurs clients les fuir pour aller voir ailleurs. C'est précisément l'inverse dans une situation de monopole. L'entreprise monopolistique n'a pas à se soucier des préférences de ses clients, car ils n'ont pas d'autre choix. Ça me semble très intéressant. Michael, le système politique romain a donc engendré des individus plus durs, plus forts, plus rapides, plus intelligents. Pas d'excuses. Dès l'âge de 3 ans, c'est comme ça, et Rome passe en premier, et les intérêts de tous les autres sont subordonnés. Quand on y songe, c'est avec ce système, un bon système, qu'ils ont commencé. Je veux dire, les gens l'oublient. 700 ans de république. Trouvez-moi une autre république qui ait duré 700 ans. Ensuite, il y a l'armée romaine qui nous livre un autre enseignement. L'armée romaine nous ramène à cette question. Il n'y a jamais eu de combat à la loyale. Les Romains ne se battaient pas à la loyale, ils se moquaient de vous. L'approche romaine à ce sujet consistait à reprendre mon schéma du frondeur posté sur la falaise et de le transposer à un tout autre niveau. Les Romains fabriquaient des balistes, des catapultes, des épées et des boucliers de la même longueur. Chaque soldat faisait le même pas de la même longueur, tout était identique. Tu peux être Goliath, mesurer 2 mètres de haut, et le Romain d'1,80 m va te mettre une raclée, parce que tu ne peux pas t'en approcher à moins de 3 mètres. Tu vas te faire transpercer le ventre d'une lance de la part des 12 gars qui se tiennent à sa gauche et à sa droite quand tu charges. Et durant toutes ces périodes et lors de toutes ces guerres, si vous lisez Tite-Live qui les décrit en détail, ça se vérifie encore et encore sur des centaines et des centaines de batailles. Systématiquement, elles se présentaient de la manière suivante. Les Romains manœuvraient pour occuper la position élevée et manœuvraient pour faire sortir l'ennemi à découvert dans la plaine. Les Romains déchaînent l'artillerie sur l'ennemi encore debout, oblitérant 10% d'entre eux, et puis les Romains déclenchent d'autres tirs d'artillerie. Il y a une histoire où l'armée romaine a acculé les Gaulois. Les Gaulois sont au sommet d'une montagne, à flanc de colline, et les Romains sont en contrebas. Ils les encerclent, s'arrêtent, commencent à les pilonner et font pleuvoir l'enfer d'en haut, des balles, des rochers, des flammes, du napalm. Et Tite-Live écrit « Avant même qu'un Romain ait pu faire un pas vers la ligne ennemie, la moitié des Gaulois étaient morts et 80% d'entre eux avaient été mutilés ou rendus infirmes par les balles. Et puis, les Romains commencent à avancer et à se mettre à l'ouvrage. Et on fait abstraction de tout cela, on imagine qu'il fallait foncer dans la bataille et se battre à l'épée, n'est-ce pas? En vérité, ça s'est jamais passé comme ça. Il a toujours fallu trouver un moyen de prendre l'avantage. D'ailleurs, la technologie joue un rôle critique. Les Romains disposaient d'un complexe militaro-industriel. Il y a une façon de bien faire les choses et vous allez les faire d'une certaine manière. Ils avaient tout un langage corporel, tout un système signalant la prochaine action. Quelque chose d'assez révélateur, tenez. Il y a cette histoire à propos de la marine romaine durant la première guerre punique. Les Carthaginois dominent la Méditerranée. Les Romains sont une puissance terrestre. Les Romains ne connaissent rien à la puissance navale. Ça en dit long sur le psychisme et l'intelligence des Romains. Les Romains se font battre par les Carthaginois parce que ces derniers contrôlent les ports et possèdent la flotte. Les Romains ne possèdent pas de flotte. Un jour, une tempête se lève et pousse un navire carthaginois dans un port romain. Il est poussé dans le port par un mauvais Mistral. Les Romains s'en emparent. Ils le démontent pour essayer de comprendre comment les Carthaginois fabriquent leurs navires. C'est incroyable, c'est la chose la plus étonnante de l'histoire. Ils découvrent que les Carthaginois fabriquent leurs navires à partir de kits de pièces standardisées réutilisables et que non seulement toutes les pièces sont standardisées, mais que les Carthaginois ont étiqueté chaque pièce avec les instructions indiquant l'endroit où elle s'insère et le numéro de la pièce. Les Romains déconstruisent l'ensemble, volent le plan complet, et 9 jours plus tard, ils ont fabriqué 150 navires.
Vous pensez que ces gars-là étaient en train de s'amuser? Non, ils déconnaient pas. C'est pas du genre, ouais, je vais prendre mon temps pour essayer de piger ce truc. Non. La guerre dicte la voie à suivre. La guerre trouve le moyen d'accélérer votre activité. Bam! Je perds, je trouve un navire. C'est l'ADN, la formule du navire. 150 navires. Pour faire court, les Romains sortent victorieux de la première guerre punique, défont les Carthaginois et deviennent la puissance navale. Alors bien sûr, les Romains n'ont pas tout inventé, mais ils ont volé toutes les bonnes idées de toutes les civilisations, des Grecs, des Carthaginois, de tout ce qu'ils ont écrasé. Et parce qu'ils ont duré, nous sommes en mesure de lire leur histoire. Il est assez étonnant de constater qu'en 500 ans, en fait, vous pensez que ce sont les Carthaginois qui ont inventé cela? Ils l'ont peut-être volé aux Phéniciens. 500 ans avant Jésus-Christ, si vous voulez gagner des guerres, vous ne vous contentez pas de construire des navires. Et s'entraîner dur ne suffit pas. Et on fabrique pas que des chariots, n'est-ce pas? Les routes romaines. Les Romains avaient des pièces standardisées. Un écartement type pour les routes des chariots. Chaque chariot romain roulant sur la route y creuse des ornières. Ce gabarit doit donc être normalisé. On ne peut pas fabriquer n'importe quel chariot. Il faut les fabriquer tous exactement de la même façon. Pour tous ceux qui reculent devant la standardisation, faut savoir que l'écartement des chariots romains a fini par devenir la largeur standard des voies de chemin de fer en Europe, puis la largeur standard des voies ferrées partout dans le monde. Ainsi, si vous voulez savoir quelle était la largeur d'un char romain, d'un char de guerre ou de n'importe quel autre char, il vous suffit d'aller vous placer sur une voie ferrée n'importe où sur Terre. Les Romains vous l'ont donné. Et la raison pour laquelle ils ont procédé ainsi, c'est que si vous construisez des chariots avec des écartements différents, ils tombent dans l'ornière, les cieux se brisent et c'est la mort. C'est comme si Henry Ford avait dit « Vous pouvez avoir n'importe quelle couleur tant qu'elle est noire. » Non, tu peux pas l'avoir comme tu veux. Et c'est pas que toutes les civilisations l'aient compris, c'est juste que toutes les civilisations qui ont insisté pour faire les choses différemment, avec des cloches et des sifflets différents, se sont fait écraser. Il y a aussi une analogie avec le monde du Bitcoin. Lorsque vous proposez une nouvelle fonctionnalité, c'est du genre « ce serait juste 10% mieux ». Vous savez, si vous élargissiez votre chariot de 10%, il contiendrait 20% de plus et vous en auriez besoin de 10% de moins et vos coûts de transaction seraient inférieurs. Robert, cela témoigne également de la dépendance au sentier. Le fait qu'une technologie ait déjà emprunté et tracé un certain chemin lui confère une sorte d'inertie qui lui a permis cette transposition de l'écartement des roues du chariot à celui des rails modernes. J'ai trouvé intéressant que vous souligniez que les civilisations victorieuses, les Romains sur les Carthaginois, sont celles qui ont étudié leur histoire. Elles ont donc tiré parti des enseignements des civilisations qui les ont précédées, ce qui renvoie au concept de Yuval Harari sur notre capacité à abstraire nos connaissances sous forme de symboles comme le langage ou autre, et à les transmettre de génération en génération, de sorte que les stratégies les plus fructueuses tirent parti des connaissances collectives acquises jusqu'à présent, plutôt que d'essayer de réinventer la roue soi-même. C'est comme si nous nous tenions tous sur les épaules de géants, pour ainsi dire. Michael. Ouais, ces routes étaient le réseau logistique de l'Empire romain. Et si vous pouvez transporter des biens et des services, si vous pouvez déplacer des armées plus rapidement à l'intérieur de vos frontières que vos ennemis ne peuvent le faire à l'intérieur de leurs frontières, alors vous allez gagner. Vous avez un avantage considérable. Si tout le monde pose une voie ferrée d'une certaine largeur et que vous avez l'idée d'un wagon d'une largeur différente, à qui allez-vous le vendre? Les gens parlent de l'importance des protocoles, n'est-ce pas? Mais TCP/IP n'était pas le premier protocole. Les routes romaines n'étaient probablement pas le premier protocole non plus, mais le fait est que les protocoles sont importants. En fait, je suis sûr que les Égyptiens avaient des protocoles pour construire ces pyramides. Des tailles, des largeurs, des poids et des mesures standards. Ces protocoles sont éminemment importants, et si vous ne les avez pas, il est impossible que les gens coopèrent. Bon, nous avons donc largement discuté du rôle essentiel de la monnaie pour faciliter la coopération entre civilisations et nous permettre de nous spécialiser, et tous ces autres protocoles logistiques ou militaires sont à leur manière tout aussi importants. Je ferai une dernière remarque sur l'ingénierie romaine des aqueducs.
Les Romains ont saisi toute l'importance de l'hydraulique qu'ils ont amenée à un niveau supérieur. Les aqueducs qu'ils ont créés étaient capables de conduire l'eau jusqu'à une ville donnée sur une distance allant jusqu'à 110 km. De nombreuses villes côtières du pourtour de la Méditerranée sont tout bonnement inhabitables. La densité économique naturelle est fonction de la dotation d'eau par an. Si cette quantité d'eau par an dépend essentiellement de l'eau de pluie, 500 personnes peuvent vivre dans la ville. Avec un aqueduc, ce nombre passe à 5000 ou 50 000. La densité économique nécessite donc un débit hydraulique pour l'assainissement et pour maintenir tout le monde en vie. L'ingénierie, les routes, les aqueducs, voici les rails sur lesquels a pu se construire toute la civilisation de l'âge de fer. Et les Romains sont avant tout des ingénieurs. Et par-dessus tout, ils ont mis en avant l'ingénierie. Qu'est-ce que l'ingénierie ? Je suis ingénieur et je vois l'ingénierie comme une profession incroyablement honorable, éthique et valorisante. Le credo de base de l'ingénieur est le suivant. Je regarde la nature, je regarde les circonstances qui m'entourent et j'utilise mon intelligence et tous les matériaux et techniques à ma disposition pour construire un monde meilleur pour tout le monde et tout ce que j'aime. Ça, c'est mon credo. Je ne serai pas la victime des circonstances. Je vais les modifier par mon intelligence. Et cela peut signifier construire un pont. Cela peut vouloir dire construire un pont, un aqueduc, une route, un bateau. Quoi qu'il en soit, tout comme le castor construit le barrage, l'ingénieur construit le monde. Considérez n'importe quelle ville. Enlevez-y le pont et essayez de comprendre comment la vie change. C'est très important. Je vais vous livrer une dernière anecdote sur Rome avant que nous passions à une période plus sombre. Je possède une société de holding qui s'appelle Alcantara. Son nom provient de quelque chose que j'ai vu à Alcantara en Espagne. Un pont romain qui a tenu pendant 2000 ans. En passant sous ce pont, vous y trouverez une inscription romaine en latin où l'ingénieur romain Julius Locer déclare « Ce pont restera debout pour toujours ». Les Romains prenaient leur ingénierie au sérieux. Robert, je me souviens que Taleb a écrit à propos des architectes des aqueducs romains que pour les impliquer dans leurs ouvrages, pour s'assurer qu'ils y mettent leur peau en jeu, pour ainsi dire, ils devaient parfois se tenir sous l'aqueduc, parfois même avec leur famille, lorsque l'échafaudage était enlevé. L'ingénieur était alors pleinement conscient que c'était sa vie et peut-être celle de sa famille qui était en jeu, si ses compétences étaient insuffisantes. Là encore, il s'agit d'un protocole et un système d'incitation ou de dissuasion à la malfaçon pour cet architecte, qui doit prendre sa profession très au sérieux. Une autre chose qui m'est venue à l'esprit, Rome était à l'origine de toutes ces technologies et protocoles civilisationnels que nous utilisons. Ce qui a finalement entraîné sa chute, c'est la corruption de son protocole monétaire, l'avilissement de la monnaie, qui commença avec Néron, je crois, et qui a finalement conduit à la bifurcation vers l'Empire romain d'Orient. Michael, et les protocoles politiques ont été compromis. Une série de guerres civiles, celle de César étant la plus célèbre, mais une série de guerres civiles où les protocoles politiques se sont effondrés avant même l'effondrement des protocoles monétaires. On réalise qu'ils sont tous liés et qu'à un moment donné, l'intégrité de la société s'est effondrée. Et en perdant son intégrité dans tous ces domaines, l'effondrement du système politique a engendré l'effondrement du système militaire. La religion ? Comment maintenir son patriotisme à Rome lorsqu'une armée romaine en combat une autre ? Robert, c'est vrai. Y a-t-il eu un point d'inflexion dont vous vous souvenez qui a conduit à la compromission de tous ces protocoles ? Michael, vers 50 avant Jésus-Christ, tout a commencé à aller mal. Il y a eu toute une série de guerres dans la jeunesse de Jules César, la montée en puissance d'une série d'hommes forts et l'affaiblissement de la République romaine. Dans ses livres, Taleb rappelle que la peine de mort était encourue à Babylone si l'on ne respectait pas les poids et les mesures. Idem ici, si vous êtes constructeur et que votre maison ou votre pont s'effondre, c'est votre propre famille qui meurt. Il y a vraiment des points à prendre en compte qui vous rappellent simplement que dans une société qui respecte la loi naturelle, la nature n'aura pas pitié de vous et n'écoutera pas vos excuses. Je sais que c'est pas tout à fait pertinent, je peux pas m'empêcher de le dire. Il y a 1 an ou 2, l'homme le plus riche de Chine passait ses vacances d'été dans le sud de la France.
Sa richesse est estimée à 20-30 milliards de dollars. Il décide de prendre un selfie et se met debout sur le mur d'une ancienne ruine dans le sud de la France. Et alors qu'ils prennent la photo, il glisse, chute du côté du mur et il fait un plongeon fatal de 15 mètres. Encore une fois, c'est emblématique. Peu importe que vous ayez une armée d'avocats et 1 milliard de dollars d'influence, dans les 2 dernières secondes de sa vie, le viol de la loi de la gravité a été puni par une condamnation à mort. La gravité se moque éperdument de qui vous êtes, vous savez, la nature s'en moque. L'homme le plus riche de Chine, parmi 1 milliard de personnes, a été condamné à la mort immédiate, sans appel, en une fraction de seconde, pour avoir été négligent. Et lorsque la société rend possible tous ces recours, toutes ces excuses, laissant une échappatoire à tout le monde, vous savez, c'est comme si vous créez un marché en acceptant des excuses et des procès. Eh bien, vous allez récolter beaucoup de procès et beaucoup d'excuses. Robert. Et puis les institutions too big to fail, trop gros pour faire faillite, ont complètement interrompu l'élan évolutif. Nous n'apprenons plus et ne progressons plus ni au niveau de l'entreprise ni de la civilisation entière lorsqu'artificiellement nous préservons les institutions. Michael. Je suis tout à fait convaincu par tous les points soulevés par Taleb et les paléothérapeutes sur l'importance de la douleur dans la vie. La douleur, c'est une caractéristique naturelle qui permet d'apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si vous essayez de saisir une chaise de la mauvaise manière, si vous faites quelque chose de travers, la douleur est un feedback, c'est un retour d'information. Et si vous essayez de couper le flux de la douleur par des anesthésiques ou des injections de stéroïdes ou de cortisone, Robert, ou l'assouplissement quantitatif, Michael, ou le quantitative easing, ou un appel, un recours, un avocat, ou un pot de vin, ou n'importe quoi d'autre pour éviter de payer le prix ou les conséquences de votre faux pas. Essayez de suspendre la gravité. Bonne chance! Si vous avez pu suspendre la gravité pour 1 milliard de dollars en 1 seconde, combien d'autres choses foireuses se seraient produites partout ailleurs dans le monde pendant que la gravité était suspendue pour ce seul homme? Les dégâts auraient été peut-être 1 million de fois plus importantes. La gravité est la clé. Robert. Il y a une bonne raison de ne pas compromettre les protocoles de la nature et nous devrions nous assurer que c'est bien reflété à travers la loi naturelle. Michael, ce serait l'approche saine. C'est la paléothéorie, c'est la théorie de l'antifragilité, c'est la théorie de l'économie autrichienne et du capitalisme bien compris, de l'évolution darwinienne et de l'équilibre naturel. Voilà. Fin de la lecture du jour que j'ai trouvée encore fort instructive. Cette réflexion autour de l'organisation des Romains, calquée sur les rythmes de la nature, le printemps et l'été pour la conquête et l'action, l'automne et l'hiver pour se ressourcer, internaliser, s'accorder et se renouveler, la prise en compte du feu de l'ego, de son désir de grandeur et sa quasi-domestication au service de la gloire de Rome, de la Navy, de la nation. Il y a une forme de réalisme presque touchant dans l'évolution de ces institutions, assez en phase avec les lois du vivant encore, et donc capable de développer des qualités antifragiles. Une énergie sans cesse renouvelée, des garde-fous et procédures de feedback pour inciter chacun à produire le meilleur, des institutions qui veillent à ne pas couper l'individu et le groupe du signal que la douleur peut donner sur la justesse de la trajectoire empruntée. C'est valable aussi bien pour l'ingénieur et sa famille, postés sous le pont le jour de son inauguration, que pour l'armée vaincue, prompte à apprendre de sa défaite et de s'inspirer sans perdre un instant de la supériorité navale de son ennemi victorieux. Et puis, comme les Gaulois ont pu en faire l'expérience, la puissance décuplée qui résulte d'une coordination sans faille, tant sur le champ de bataille que dans le cadre de la standardisation des solutions techniques d'adoption de normes. Tu vois, j'apprends plein de trucs en écoutant Saylor et c'est hyper plaisant. Je trouve ces images et ces exemples extrêmement parlants, pertinents. Alors on s'arrête ici et puis la semaine prochaine, on va débuter le 2e volet de la série. On passe à l'âge de l'acier et tu vas voir, ça s'assombrit. Like, retweet, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait et puis n'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes réflexions ou d'éventuelles suggestions. Je te souhaite une excellente journée, une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao.